Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est écrivaine. Si elle a commencé par écrire de la poésie, ce sont ses romans qui font d'elle une autrice à temps complet, car depuis sa première publication en 2001, elle ne s'arrête pas et sort quasiment un nouveau roman chaque année. Le dernier, objet de cette rencontre, est intitulé William, paru aux éditions Rivage. Si j'ajoute qu'elle a étudié le théâtre élisabétain dans la langue de celui qui est l'auteur principal de cette période, et qu'elle a même enseigné dans la ville où ce William est né. Ce William, c'est donc William Shakespeare. Bonjour Stéphanie Hochet. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture et dans ce studio chaud. Oui, il y a beaucoup de... Il y a un problème de chauffage. On est vraiment dans le sud de la France. C'est voilà, ça. On n'est pas le 19 décembre. Il manque les grillons, mais on est là. Votre découverte de Shakespeare, Stéphanie Hochet, parce que c'est là le point de départ de ce roman, elle s'est faite assez tôt, à l'âge de 18 ans, c'est ça ? C'est ça, puisque j'étais étudiante en anglais à la Sorbonne et comme tous les étudiants, j'ai étudié chaque année une pièce, on va dire en profondeur, une pièce de Shakespeare. Donc il y a eu plusieurs textes, plusieurs pièces étudiées, et puis à un moment il a fallu choisir. On va dire, on faisait pas que ça, hein, on étudiait plein d'autres choses. On étudiait la civilisation anglaise, la politique anglaise, la phonétique, plein de choses très intéressantes ou pas. Mais en tout cas, au moment de choisir, j'ai décidé de m'orienter vers en fait ce qui me paraissait à la fois le plus grandiose, le plus glorieux et le plus inutile, c'est-à-dire les études les études élisabéthaines, c'est-à-dire cette période, on va dire cet âge d'or du théâtre en Angleterre. C'est cette période qui voit advenir William Shakespeare, et on va dire par goût et puis par grande curiosité. Vous dites les plus glorieuses et les plus inutiles. Pourquoi inutiles ces années-là élisabéthaines ? Eh bien, j'avais conscience quand même qu'en choisissant d'étudier la littérature, précisément cette période-là, je n'allais pas trouver un travail. Je savais que je n'allais pas... Parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde sur ce segment. C'est-à-dire sur que Shakespeare. Je me destinais pas forcément à être professeur à l'université ou faire des recherches, on va dire particulièrement particulièrement poussé dans les études élisabéthaines. Il y avait quand même du monde, et on va dire c'était plutôt la beauté du texte, et on va dire cette étrangeté aussi qui m'intéressait beaucoup. J'étais très très attirée par cette bizarrerie en fait de cette époque en fait, et de ces textes qui m'attiraient tout en les trouvant difficiles, mais voilà, je trouvais que c'était on va dire intéressant, et je savais parfaitement en fait que je n'allais pas trouver un travail derrière, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Alors, ce qui est amusant, Stéphanie Hochet, c'est que vous travaillez d'abord les textes de William Shakespeare, et puis ensuite, presque par hasard, vous vous intéressez à sa vie, et c'est là que vous découvrez, en lisant un biographe, Bill Bryson, spécialiste de l'Angleterre, qui a 7-8 ans de la vie de Shakespeare, où on ne sait pas ce qu'il a fait. Absolument. Donc, quand j'étais étudiante, je ne connaissais absolument rien à la vie de Shakespeare. Et on va dire comme tous les étudiants, en fait, on ne présentait jamais la vie de l'auteur, comme si le nom suffisait. Et pourquoi pas, on peut très bien imaginer qu'on étudie que les textes des auteurs. On s'était presque pas posé la question, même si on était allé à Stratford-upon-Avon et on avait travaillé dans le séminaire dans sa ville même. Là où Shakespeare est né. Là où il est né, là où il a vécu jusqu'à ses 23 ans environ. Et on ne savait vraiment rien sur lui, on se posait même pas la question. Et puis, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert le livre de Bill Bryson qui s'intitule « L'antibiographie de William Shakespeare ». Et évidemment, j'ai tout de suite été attirée, puisque c'est resté un petit peu, on va dire, c'est pas un grand frère, mais on va dire, j'ai toujours aimé ce dramaturge, forcément. Donc, je me lance dans cette lecture, je découvre ce qu'on sait sur lui, je découvre ce qu'on suppute, ce qui est vraisemblable, ce qui est probable, et je découvre enfin cette histoire d'années perdues, c'est-à-dire on va dire ces 7 ou 8 années avant son arrivée à Londres, qui sont un mystère total, c'est-à-dire il disparaît, en fait il sort totalement de sa biographie, on ne sait
toujours rien. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Alors, il y a plusieurs théories. C'est ce qui est très intéressant aussi. C'est que, on va dire, les spécialistes de la période se sont dit, voilà, il est allé en Italie, puisque beaucoup de ses pièces se situent en Italie. Ou alors, il aurait chassé le daim dans une forêt qui n'existait pas à l'époque. Bon, raté. Il aurait peut-être tué un homme. Bon, on n'a pas plus de preuves que ça. Enfin bref, il a peut-être été marin. Beaucoup de termes dans ces pièces parlent de la mer, des marins, etc. On a essayé de combler ce vide en relisant ces pièces, en relisant ces textes, en se disant « Ah, là, il y a peut-être une piste sur… » Bien sûr, c'est inévitable. C'est très tentant de combler un vide et c'est naturel. Mais on ne saura jamais, tout simplement parce que les sources sont épuisées et qu'aujourd'hui, 5 siècles plus tard, c'est trop tard. On ne saura jamais rien. Et c'est pas des années qui sont n'importe quelles années. C'est des années juste avant qu'il devienne ce qu'il était, c'est-à-dire William Shakespeare. Il n'est que William, d'où le titre du livre. C'est-à-dire qu'il n'est rien. Il n'est qu'un petit provincial qui vient d'une famille plutôt bourgeoise. Il habite à 2 jours de voyage de Londres. Rien dans sa vie, ne lui permettrait facilement d'être comédien ou dramaturge. C'est ça qui est très étrange. Et il disparaît. Vous souriez, Stéphanie Hochet, parce que c'est exactement ça qui a piqué la romancière que vous êtes. Qu'est-ce que je peux imaginer, inventer, quel récit je peux construire à partir de ça? Absolument. C'était, on va dire, presque mon devoir de romancière de combler ce vide, puisque, on va dire, la littérature sait ce que nous ne savons pas. Et je pense qu'il n'y a par moment que les écrivains qui peuvent donner une vision et une histoire quand il n'y a absolument plus rien et quand les historiens sont face à un vide total. Of true minds admit impediments. Love is not love, which alters when it alteration finds. Of thence with the remover to remove. Birgit Minichmayr qui reprend dans cette chanson un sonnet de Shakespeare, le sonnet 116, publié en 1609. La musique et la poésie de Shakespeare, puisque c'est d'abord ce qu'il va commencer par écrire, Stéphanie Hochet, avant de tomber dans le théâtre. C'est à ce moment-là que débute votre fiction, votre roman, William, je rappelle aux éditions Rivage, puisque c'est ce théâtre qui va le pousser à quitter, en tout cas dans votre roman, Stratford upon Avon, c'est pas facile à dire. Comment est-ce qu'il est piqué par cette folie du théâtre ? Bon, alors on ne sait pas, on ne sait pas trop. Évidemment, face aux sources, on sait que on sait très peu de choses en réalité. On sait quand il a été baptisé, on sait quand il s'est marié, donc il se marie très tôt, à l'âge de 18 ans, et je commence le livre à ce moment-là, au moment du mariage. Mais il y a d'ailleurs beaucoup de fantasmes sur Shakespeare, sur le fait que ce soit véritablement lui l'auteur de ces textes. Ça, on a dépassé ce stade-là. Surtout, ne donnons pas beaucoup de presse à ce genre de polémique, puisque en fait, ce sont des histoires totalement fantaisistes qui sont nées surtout au 19e siècle. À l'époque de Shakespeare, tout le monde sait qui est William Shakespeare, donc il est cité par ses contemporains. C'est pas un personnage fictif. C'est un fantasme. Voilà. Alors, si on veut entrer dans le complotisme, on peut très bien imaginer que ceci, cela, mais on n'a aucune preuve de ce qui est avancé, c'est-à-dire toutes les théories qui diraient, par exemple, que finalement ces pièces ont été écrites par Christopher Marlowe, qui meurt à 29 ans alors qu'ils sont contemporains, et que Shakespeare écrit ces pièces bien après, et que Marlowe aurait fait semblant de mourir pour écrire ces pièces, ou alors c'était une communauté d'aristocrates très discrets qui auraient écrit ces pièces à sa place. Tout ça ne tient pas debout. Enfin, c'est complètement
On pourrait s'interroger, pourquoi dire ça de lui ? Pourquoi n'aurait-il pas été capable d'écrire ses pièces tout seul ? Ben Jonson le cite, il en fait une citation en disant à quel point il l'admire et il le jalouse en même temps. Donc, on sait qu'il existait, il y a des preuves de son existence, ça, aucun problème. Mais effectivement, je prends l'histoire au moment de son mariage. C'est-à-dire, ça, c'est des choses qu'on sait. Et je vais dire au lecteur, voilà, on sait qu'il se marie à 18 ans avec une femme plus âgée que lui, très intéressant déjà, elle a 26 ans, qui est très rare. Un mariage de ce genre-là, d'un jeune homme avec une femme quand même beaucoup plus âgée pour l'époque, et une femme qui quand même, venait plutôt d'un bon milieu, donc fille de yeoman, c'est-à-dire de propriétaires terriens avec pas mal de biens. On va dire que c'est un bon parti. Donc il faut imaginer ce jeune Shakespeare qui avait peut-être 17 ans quand il l'a rencontré. Il a réussi à séduire cette femme, et puis très vite, on va dire 6 mois après le mariage, arrive un premier enfant. Et donc bon, je vous laisse en déduire ce qu'il faut. Oui. Ensuite arriveront les jumeaux, donc Judith et le fameux Hamnet avec un N, et puis disparition de William. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. On sait qu'il vivait avec son épouse, donc Anne Hathaway, qu'il a probablement aimé. Il y a un de ses sonnets qui fait allusion à Anne, et il dit qu'elle est loin de toute haine, donc hate away. Hathaway. Il adore les jeux de mots, il adore faire des allusions, et puis il parle beaucoup de sa vie dans ses sonnets. On pourra y revenir éventuellement. Et puis voilà, il disparaît. Donc il disparaît, et vous imaginez ce qui s'est passé. Donc, pourquoi est-ce qu'il disparaît ? Pourquoi est-ce qu'il quitte cette ville où il a grandi ? L'héritage qu'il va aussi avoir de son père, qui, vous l'avez dit, quelqu'un d'une bourgeoisie certaine, qui est bien installé dans cette ville. Ses 3 enfants, son épouse, c'est le passage d'une troupe de théâtre dans la ville qui va le piquer. Et c'est là où il va se dire, moi je veux faire du théâtre, moi je veux aller à Londres, jouer à Londres, alors qu'à l'origine, il n'est pas du tout comédien. Nous en étions là, effectivement, son amour pour le théâtre. Alors, c'est ce qu'on peut tous supposer, c'est qu'il était complètement fou de théâtre, puisque 7 ans plus tard, il devient comédien à Londres. On va dire que tout le retenait loin de la scène de Londres. C'est-à-dire qu'il était dans cette campagne, qu'il était marié avec des enfants, qu'il n'était pas du milieu. C'est quand même important à l'époque d'être du milieu des comédiens, parce que ça, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est surtout, il faut voir que le métier de comédien est très mal vu. Donc, on va dire que c'est quelqu'un qui, sort d'un milieu bourgeois, d'un milieu où il est vraiment tout est fait pour qu'il reste sur place avec une femme, des enfants. On va dire un père à côté qui a l'air un père assez autoritaire, qui a de l'influence, qui est important, qui a été maire de Stratford-upon-Avon. Et pourquoi le jeune Shakespeare est-il parti devenir comédien ? Enfin, on va dire, c'est très étrange, c'est qu'il avait forcément une passion pour ça. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a une troupe de théâtre, c'est la troupe des comédiens de la Reine, qui s'arrête pas très loin de Stratford-upon-Avon au moment où il part. Et il y a un comédien qui en tue un autre, c'est Lord Unrix. Il y en a un qui se retrouve sur le carreau. Et il manque un comédien, donc à cette troupe qui est encore une troupe prestigieuse. Donc on peut très bien imaginer, ce qui est tout à fait vraisemblable. Et ça c'est vrai, hein. Ça c'est vrai. Ça c'est la réalité. Ça c'est vrai, c'est tout à fait vrai. On peut très bien imaginer, et là c'est ce qu'on ne sait pas, mais on peut très bien imaginer, c'est ce qui est plaisant d'imaginer, ce qui est presque cohérent d'imaginer, c'est que le jeune William a entendu parler de cette histoire et qu'il s'est proposé en disant « mais prenez-moi absolument ». Seulement lui, il n'a jamais été comédien, donc il a bien fallu qu'il apprenne le métier. Donc, il a appris forcément le métier dans une troupe qui l'a formé. Il a 22, 23 ans. C'est pas un tout jeune homme pour être comédien. Donc, ça veut dire quand même qu'il a fallu déployer, on va dire, beaucoup d'efforts pour devenir ce comédien qu'il sera plus tard à Londres. Il faut voir qu'effectivement, il écrit de la poésie. Il n'écrit pas de théâtre à ce moment-là, il n'écrit que de la poésie, surtout Vénus et Adonis. Voilà, on sait qu'il va commencer à l'écrire à ce moment-là. Que le théâtre sera écrit beaucoup plus tard. Mais ça veut dire que sa passion, c'est être comédien, avant tout. Et c'est ce que vous inventez, et ce que vous imaginez, effectivement, quelle galère il va rencontrer avec cette troupe de comédiens, puisque ce qui est intéressant dans votre roman, Stéphanie Hochet, ce sont aussi ces éléments historiques que vous nous racontez, puisque vous nous recontextualisez dans cette époque-là, la présence de la peste qui empêche la compagnie de jouer dans des grandes villes infectées, la puanteur des tanneries, la violence, les risques, les meurtres aussi. Vous retracez toute cette époque
époque de la fin du XVIe siècle. Hein. C'est une époque que je trouve très attirante parce qu'on a beaucoup de mal à se la représenter aujourd'hui. J'aurais tendance à, on va dire, presque la décrire comme une époque punk, c'est-à-dire que quand les gens n'étaient pas d'accord, que ce soit des dramaturges, que ce soit des comédiens, ça allait jusqu'à la rixe, ça allait jusqu'à la bagarre, et on avait des couteaux, et c'est comme ça qu'il y avait des meurtres assez courants. N'oublions pas que Christopher Marlowe lui-même, donc le jeune dramaturge qui est la gloire, hein, qui est le dramaturge glorieux à cette époque-là, meurt à 29 ans lors d'une rixe dans une taverne. Ça se bagarre de partout. Voyager est dangereux. Si vous voyagez, vous risquez de vous faire attaquer sans arrêt. Vous pouvez, évidemment, on va vous voler votre bourse, on va vous tuer éventuellement, etc. Enfin, tout est dangereux. Vous arrivez dans des grandes villes, effectivement, la peste est partout. Là où, à ce moment-là, précisément, quand il part, il y a la peste à Londres. Il faut savoir que la peste, elle se déplace selon telle ou telle période. Mais c'est-à-dire que s'il y a la peste à Londres, on peut imaginer que la troupe de théâtre va partir ailleurs dans l'Angleterre où la peste n'aura pas lieu encore. Voilà, c'est pas comme le Covid où tout va très vite. Donc c'est une époque qui est effectivement qui nous surprendrait, parce qu'arriver même à Londres, c'est comme, à mon avis, on serait presque choqué. Bon, Londres est beaucoup plus petite, mais Londres est aussi effectivement nauséabonde. Pour les tanneries, par exemple, utilisent des déjections de chiens. On sait qu'il y a des odeurs absolument épouvantables dans la ville, on jette ses détritus par la fenêtre. Quand vous arrivez dans Londres, ce sont des têtes coupées de criminels sur des pics qui vous accueillent. Voilà, c'est quand même impressionnant quand même. C'est toute cette atmosphère que vous nous racontez en nous plongeant donc dans cette vie réelle de Shakespeare, puis la vie que vous avez inventée durant ces 8 années. Et puis il y a aussi dans ce roman une part autobiographique, Stéphanie Hochet. Sur la forme, il y a 3 actes dans votre livre, comme au théâtre, divisés en chapitres, et cette double narration, ces aventures donc de William qui galère pour devenir comédien, et puis votre histoire personnelle qui commence aussi par une fugue, par une fuite. Ça, c'est un des points communs avec le William que vous nous racontez. Fuir pour s'éloigner de sa famille. Oui, c'est ça. Alors, quand j'ai commencé ce livre, je me suis dit, voilà, je pourrais écrire un livre historique, mais je n'ai pas envie d'écrire un livre historique. Je voulais expliquer pourquoi la figure, exactement, la figure de William Shakespeare a compté dans ma vie, et pourquoi, en fait, j'ai voulu maintenant parler de lui. Et vous savez, quand vous avez affaire à un tel génie, c'est très compliqué. C'est écrasant. Et pour y parvenir, il faut quelque part, il y a des passerelles. Et cette passerelle, la première passerelle, ça a été sa fuite, ce que j'appelle une fugue. On peut l'appeler comme on veut, mais en fait une disparition. Et cette disparition ne m'est pas étrangère, parce que personnellement, j'ai pratiqué beaucoup de disparitions, effectivement, dans ma jeunesse. J'ai fugué, oui, à plusieurs reprises. Vous racontez notamment une fugue à 3-4 ans dont vous vous souvenez, c'est la voisine qui va vous rattraper. Et puis plus tard aussi à l'adolescence, vous partez même rapidement ensuite de votre famille pour faire des études ailleurs. Oui, c'est ça. Alors la fugue de 3 ans, je pense pas être la première, hein, ni la seule, mais vous savez, les enfants ont de drôles d'idées qui leur passent par la tête. Moi, j'étais persuadée qu'il fallait que je vive ma vie et qu'il était temps qu'il m'arrive des choses, et que j'ai ouvert le portail et je suis partie, et des voisins effectivement m'ont retrouvée en cours de route, et je sais pas, je crois que je voulais vraiment vivre ma vie. Là, c'était vraiment un truc, vous savez, cette espèce d'appel du désir de vivre, en fait, hein, c'était ça. À 3-4 ans. Oui, à 3 ans, oui, non, mais je crois que je suis vraiment pas la seule, hein. Vous savez, les gamins de 3 ans, ils ont de drôles d'idées aussi. Et puis après, l'adolescence, ça, c'était pour toute autre chose. C'était vraiment pour fuir un milieu familial que je trouvais particulièrement étouffant, et qui me mettait dans des situations intenables, et j'ai dû partir, en fait, et j'ai fugué à plusieurs reprises. C'est ce qui fait que, en fait, je me suis intéressée à la transgression de William Shakespeare, parce que je me suis dit, mais moi-même, voilà, j'ai commis cette transgression-là de quitter l'environnement familial. C'est la première transgression dont je parle. Ensuite, il y aura l'écriture. Il y en aura plusieurs qui vont me toucher chez lui.
Justement, l'écriture, puisque vous vous en parlez de cette vie intime que vous racontez dans ce livre, c'est la première fois que vous racontez votre famille, issue d'une classe ouvrière, d'un milieu politique très engagé. Vous êtes issu d'une famille communiste qui, justement, et là on voit le parallèle avec William Shakespeare, c'est-à-dire que vous faites des choix décalés par rapport à eux qui ne sont pas acceptés. Alors ces choix décalés, c'est notamment de vouloir faire des études, c'est aussi de pouvoir assumer votre vie sexuelle, votre homosexualité, dans une famille qui apparaît ouverte de prime abord, si on peut dire, mais qui l'est pas du tout. Bah oui, c'est une grande déception, parce que moi-même, je reconnais que j'étais totalement communiste à l'âge de 15 ans. J'ai un petit peu changé d'opinion au fur et à mesure. Enfin, je tiens à dire que je suis allée à l'âge de 14 ans en RDA, ce qui n'est pas courant. En colonie de vacances. En colonie de vacances en RDA, j'ai compris 2-3 choses. En fait, je parlais allemand assez bien à l'époque et j'ai quand même découvert 2-3 choses qui m'ont un peu étonnée, qui m'ont pas mal déçue. Et puis voilà, j'étais très très militante à l'époque et effectivement, j'en suis pas mal revenue. Et puis après, effectivement, certains choix que j'ai faits, ne serait-ce que de faire des études, c'était, on va dire, pris étonnamment mal. Et puis, quel genre d'études ? Et puis voilà, quand je vous disais que je faisais des études totalement inutiles, c'est ce qu'on m'est servi. Je faisais des études inutiles, donc... et puis voilà, donc en fait ce besoin de on va dire de se casser ce moule, c'était absolument, c'était même pas un choix, c'était une nécessité, c'était inévitable. Et puis je parle aussi de mon cousin qui a pratiqué la même transgression, qui était la première personne de ma famille à avoir le bac et qui a servi de modèle. Donc en fait je me suis un petit peu identifiée à lui. Et lui a eu un destin tragique, ce qui crée chez moi beaucoup d'anxiété. Pour Shakespeare, le moyen d'être reconnu, ça a été l'écriture. Là aussi, il y a un parallèle avec peut-être votre parcours. Qu'est-ce que l'écriture, aujourd'hui, vous permet, vous a permis de faire ? J'imagine que c'était pas facile de raconter sa vie, surtout en la mettant en parallèle avec William Shakespeare, avec cette figure dont vous parliez. Non, il faut surtout pas imaginer que c'est une tentative de comparaison. C'est vraiment j'ai vraiment tenté de comprendre qui était William en passant par moi, parce qu'il est tellement loin, il est tellement lointain, il est tellement difficile à saisir qu'il fallait vraiment que je le rende familier, en fait, et j'en fasse presque un cousin, presque un camarade. Et pour ça, il fallait que je trouve les points de contact entre lui et moi. Donc je suis passée par là pour pouvoir le comprendre et qu'il devienne un personnage de roman. Ça, c'était important, en fait. Il faut que ce soit un William qui soit incarné. Il ne faut pas que ce soit un William de biographie. Et pour l'incarner, il fallait que je le tire à moi. Comme il m'a tiré vers le haut, en fait, je l'ai tiré à moi aussi. C'est comme ça que je l'ai construit. Il y a quelque chose de la psychanalyse dans ce roman ? Ou alors vous rejetez toute idée de thérapie d'écriture ? Alors, je pense que c'est plus de l'analyse que de la thérapie. Parce que l'analyse interroge. Et je passe mon temps à interroger ce qui s'est passé, ce qui a pu se passer. Parfois, je dis au lecteur, voilà, ça nous le savons, ça nous le savons pas, mais voilà ce que je vous propose. Et c'est comme ça que je l'imagine. Et de même que je m'interroge aussi beaucoup sur l'écriture. J'interroge toujours la forme. Pour moi, l'analyse, c'est la question. C'est socratique. C'est une question avant tout. La thérapie, c'est une façon d'être bien dans sa peau. Ça, c'est pas que ça m'intéresse pas. J'aimerais bien être mieux dans ma peau. Mais la thérapie est un peu une solution un peu toute faite. Les mots anglais sont pleins d'échos, de souvenirs, d'associations. Ils sont présents sur les lèvres des gens, dans leurs maisons, dans les rues, dans les champs, depuis tant de siècles. Et c'est là l'une des principales difficultés qu'on rencontre aujourd'hui dans leur écriture. Qu'ils soient tellement chargés de signification, de souvenirs, qu'ils aient contracté tant de mariages célèbres. Comment pouvons-nous combiner les mots anciens dans des ordres nouveaux pour qu'ils survivent, pour qu'ils créent de la beauté, pour qu'ils disent la vérité ? Telle est la question. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
Et notre invité jusqu'à 13h30 sur France Culture, c'est Stéphanie Hochet pour son roman William aux éditions Rivage. On vient d'écouter La voix de Virginia Woolf, traduit par Anaïs Isbert. Stéphanie Hochet, elle représente quoi pour vous, Virginia Woolf? Là encore, on est dans les romancières anglaises qui vous ont inspiré, qui vous ont donné envie d'écrire des romans. Ah, merveilleuse autrice, immense romancière. Que je ne cesse de relire et de faire lire, par exemple, à mes étudiants à Sciences Po, parce que je pense qu'il faut continuellement faire partager ses écrits. Alors, c'est évidemment, c'est une autrice qui est très lue aujourd'hui, qui est très admirée des romancières, beaucoup pour ses essais féministes, etc. Pour moi, l'œuvre la plus merveilleuse de Virginia Woolf, c'est Orlando. Et Orlando commence justement à l'époque de Shakespeare. Donc c'est ce jeune aristocrate inspiré de Vita Sackville-West qui est un personnage, enfin un poète qu'elle invente comme ça, qui avait cette capacité effectivement à être un homme puis une femme quelques siècles plus tard. Et cette histoire commence au siècle élisabétain et c'est absolument merveilleux. En fait, j'ai pensé à elle dans certaines descriptions qui sont absolument gigantesque et enfin d'une foisonnante, superbement visuelle. C'est un livre qui est le contraire de ce qu'on imagine souvent chez Virginia Woolf, qui est perçue souvent comme une autrice un petit peu dépressive. Orlando, c'est le contraire de ça. Alors vraiment, si les gens veulent lire, veulent s'initier à Virginia Woolf, je propose toujours de commencer par Orlando. Donc voilà, ça nous met un pied directement à l'étrier de son œuvre de Virginia Woolf et de William, puisqu'on rentre effectivement dans cette même période avec ces romans-là. Vous avez, vous, à chaque fois que vous vous attaquez, si je puis dire, dans un roman à l'Angleterre, le souci de nous décrire très précisément l'époque dans laquelle on se trouve. Alors, on l'a dit avec effectivement William, où vous nous racontez la fin de ce XVIe siècle, mais c'est aussi le cas, par exemple, dans un roman anglais paru en 2015, où là aussi vous rendez hommage à cette autrice, avec une intrigue qui se noue dans une atmosphère particulière, puisqu'on est autour de la Première Guerre mondiale, dans une Angleterre qui est là aussi en bouillonnement, une Angleterre tourmentée. C'est ça aussi qui vous meut, c'est-à-dire l'idée de décrire pas un calme plat. Ah bah surtout pas. Il faut qu'il y ait l'arrivée de l'angoisse, de quelque chose d'un certain chaos. Sinon, il n'y a pas de littérature, je pense. Oui, effectivement, on va dire la référence à Virginia Woolf est totalement évidente dans un roman anglais qui se situe en fait au moment où elle commence son journal. En fait, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'elle disait dans son journal. Alors, c'est pas elle dans mon livre, mais c'est un personnage qui vient de la même culture, du même milieu. Et c'était aussi une façon de parler d'androgynie, parce qu'il y a une histoire de jeune homme, en fait, qui va être un jeune homme nurse, en fait, qui va s'occuper d'un petit enfant et qui va avoir des qualités plus féminines que masculines, et on va voir ce que ça va créer dans un couple, en fait, un couple bourgeois, et que ça va montrer, en fait, les problèmes qu'il y a dans ce couple, et que voilà, Virginia Woolf a beaucoup compté, et elle parle d'ailleurs très très bien de William Shakespeare. Elle dit que c'est en fait le paroxysme du génie, tout simplement parce qu'il possède à la fois un cerveau masculin et un cerveau féminin. En fait, pour elle, c'est le génie total. Il est à la fois homme et femme, selon Virginia Woolf. Quand vous parlez de ce théâtre élisabétain, on a entendu Virginia Woolf parler des mots anglais, de leur association, des souvenirs qu'ils représentent. Qu'est-ce que cette langue a de plus que le français, en tout cas dans votre intérêt? Comment est-ce que vous considérez cette langue dans l'art, alors au théâtre évidemment, mais aussi dans la littérature? Qu'est-ce qu'il y a de plus pour vous? Ça va être compliqué. Il y a une façon de sonner, une musique qui est très très différente.
Alors, pour ce qui est des auteurs, j'ai souvent fantasmé d'être une romancière anglaise. C'est raté, hein. Mais j'avais tellement d'admiration pour les romancières anglaises. Je trouvais qu'il y avait, elles ont pris tout de suite une place tellement importante dans cette société-là. Voilà, je les ai terriblement admirées. Et puis bon, pour revenir au théâtre de langue anglaise, donc au théâtre dont nous parlons en particulier. Enfin bon, il y a cette époque élisabéthaine, on va dire que le barde c'est William Shakespeare, mais il y en a d'autres. Mais on va dire il y a une sorte de liberté, d'audace, un mélange à la fois de violence et de beauté, de raffinement total. C'est ce qui a fait que j'ai été attirée par ce théâtre-là. En fait, c'est le théâtre de Shakespeare, c'est ça. C'est à la fois mélanger vous prenez Titus Andronicus, hein, c'est de la violence et du sang. Et cette violence, on va la retrouver dans plusieurs pièces, les pièces historiques. On va la retrouver bien sûr dans Richard III, dont je parle. On va la retrouver dans beaucoup de pièces, mais on va retrouver également, on va dire, les mots, les phrases les plus raffinées du discours amoureux. C'est un mélange baroque, c'est c'est une invention continuelle de la langue à ce moment-là. C'est ça qui est beau. On va dire, le théâtre avant William Shakespeare, c'est un théâtre un peu caricatural, où vraiment on va montrer Monsieur Vice, Madame Vertu, etc. Donc là, on va vraiment changer complètement de perspective avec un théâtre qui est très inventif, avec des personnages très incarnés. Voilà, c'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup dans le théâtre français, même un peu plus tard. C'est-à-dire que ce mélange des genres, on va dire, est assez rare dans le théâtre français. Vous voulez dire un mélange des genres entre la comédie et la tragédie, ou un mélange au niveau de la construction des personnages dans leur complexité ? Parce que là, on pourrait penser à Molière, pour le coup, ouais, où il y a quand même un certain degré de complexité. C'est vrai, mais Molière est absolument gigantesque. Mais ce qui fait que j'ai été plus attirée par ce théâtre shakespearien, c'est un théâtre ouvert à tous et qui se présente comme ouvert à tous. C'est-à-dire que le public, c'est un public populaire, c'est le peuple, et c'est aussi l'aristocratie, et c'est aussi la reine. C'est un théâtre où on va mettre en scène, par exemple, le langage. Dans Shakespeare, c'est aussi bien l'argot que la langue la plus raffinée. Ça va être on va dire des obscénités et des choses raffinées. Ça va être aussi une entrée dans, on va dire, le discours le plus pervers possible pour obtenir le pouvoir. Voilà, c'est ça, parce que ce que vous dites sur le degré de complexité ou le mélange entre les registres de langage ou le côté populaire, on pourrait aussi le dire de Molière. Il a joué à la cour et il était aussi en fait à jouer avec une troupe ambulante jusqu'à ce qu'il s'installe dans un théâtre. Donc la différence, c'est plutôt sur ce côté pervers, en fait, sur ce rapport à la violence. Je trouve qu'en termes de langage, on va plus loin chez Shakespeare. Je trouve qu'il y a un vocabulaire, une audace et des histoires, on va dire même sur la violence, ce qu'il va dire de la violence, ça va être extrêmement dérangeant. Même aujourd'hui, on pourrait être parfois choqué de ce qu'on peut voir. C'est aussi pour ça qu'on est aussi attiré par ces œuvres encore aujourd'hui, que Richard III se joue absolument partout dans le monde. Je pense pas que Molière ait montré des telles horreurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est dans la violence qui est montrée et dans la perversion. Alors, c'est principalement ça. Stéphanie Hochet, on l'a dit, vous avez quasiment, j'ai un peu exagéré peut-être, publié un roman par an depuis que vous publiez au début des années 2000. Ce sont donc des romans, mais vous êtes aussi essayé aux essais, et notamment des essais sur les animaux. Alors il va falloir nous expliquer cette passion pour les animaux. Vous avez écrit 2 essais, Éloge du lapin en 2021 chez Rivage et Éloge du chat, c'était en 2014. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dans le personnage animal dans la littérature ? C'est notamment ça qui vous a intéressé. C'est un personnage qui est un peu un impensé en fait en littérature. C'est-à-dire qu'il est présent, mais on commence à discourir, on commence à écrire dessus, à s'interroger beaucoup. Mais longtemps, on a perçu l'animal comme, on va dire, tellement secondaire, tellement anecdotique, que ça méritait pas tellement qu'on s'y attarde. Et j'ai trouvé que quand j'ai eu l'occasion d'écrire, on va dire, un premier éloge sur le personnage du chat, j'ai découvert qu'il y avait, on va dire,
beaucoup à dire, bien sûr, mais c'est aussi que moi-même, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à en parler et que ça m'a permis de développer une autre sorte d'écriture qui était aussi un peu récréative et tout en exprimant des choses très personnelles. Et puis, ça m'a permis aussi d'ouvrir cette thématique autour de l'animal qui ensuite me fait écrire L'animal et son biographe, qui là est un roman, en fait, sur des thèmes qui me sont proches. Par exemple, cette fameuse distinction homme-animal, qui est un peu une obsession philosophique en Occident, surtout chez les Français, et qui est sans arrêt remise en question par l'avancée des sciences. Et je me suis donc intéressée à ça, à notre fascination pour l'animal. Hein, voilà, prenez Lascaux, hein, c'est toujours nous. Hein, et comment est-ce qu'on arrive on va dire, à avoir cette fascination et en même temps à accepter ce qui se passe dans les abattoirs aujourd'hui? C'est quand même une interrogation que j'ai un petit peu. C'est une partie de vous qui est un peu engagée sur cette question-là? Oui, non, mais je le cache pas. Hein. C'est quelque chose sur lequel je milite beaucoup. Je veux dire, et je suis contente de voir que de plus en plus de jeunes gens s'investissent dans cette lutte pour le, on va dire le bien-être et l'existence même des animaux. Et ça peut passer par la littérature pour vous? Ah oui, bien sûr. La littérature accueille. La littérature est capable d'accueillir absolument tout. Donc, il faut tout traiter. C'est ça qui est intéressant. Et surtout, les sujets qui paraissent anodins. C'est très intéressant. Regardez, éloge du lapin. Enfin, voilà. Je veux dire, alors, si on veut un sujet qui paraît a priori anodin, allons-y sur le lapin. Animal consommé, un peu méprisé. Oui, on le laisse dans les clapiers, il est bête, etc. Non, j'ai un autre point de vue là-dessus. Et ça me permet de faire un petit tour du côté de la littérature, qui en a quand même beaucoup parlé. Il faut aller le chercher un petit peu dans les coins, un peu dans les marges, en fait, le lapin, mais on le trouve depuis au moins le Moyen-Âge. Merci beaucoup Stéphanie Hochet. On s'approche de la fin de l'émission. Je rappelle le titre de votre dernier roman, William, paru aux éditions Rivage. Et pour finir, Stéphanie Hochet, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur les lapins ou l'autre sur les chats. En clin d'œil donc à vos 2 livres, à vos 2 éloges. Alors, lequel choisissez-vous? Laquelle chanson souhaitez-vous écouter entre une chanson sur les chats et une chanson sur les lapins? Le lapin, bien sûr. Les petits lapins rentrent au petit matin, mais s'ils veulent rester sages, les petits lapins ne vont pas le matin chez le chasseur de passage. Les petits lapins rentrent au petit matin et j'ai du mal à comprendre pourquoi tu ne veux pas me déposer chez moi, pourquoi tu ne veux rien entendre. Les petits lapins rentrent au petit matin, les petits lapins s'amusent. Les petits lapins, méfie-toi, c'est malin, ça déjoue toutes les ruses. Tout petit lapin, moi je ne comprends rien à ce que disent les âmes. Tout petit lapin, bien que je t'aime bien, il faut se quitter à l'aube. Oh, je suis douce, douce, mais on ne me touche pas. Oh, je suis tendre, tendre, mais on ne me croque pas. Les petits lapins, chantés par Dany, c'est la chanson que vous avez choisie sans le vouloir. Merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture. Un grand merci à toute l'équipe de cette émission. Émission préparée par Aïssatou Endoy, Apolline Limosino, Cyril Marchand, Manon Delacelle, Théa Corlet et Zora Vignet. Émission réalisée par Louise André et la prise de son. Ce midi, c'est Florent Bujon. À demain, Géraldine. À demain, Nicolas.